Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Profondeur aujourd'hui avec un homme politique qui est en face de moi. Je vais lui demander de se présenter. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Juntois. Non. Boyenga Bofala Frédéric. Profession. Président de l'UNIR, l'Union pour la République, mouvement national. Âge. 45 ans, comme la République souveraine. Ben, ce Profondeur, nous l'avons organisé pas à Kinshasa, mais à Brazzaville. Pourquoi à Brazzaville? Parce que il vous était impossible de traverser le fleuve? Non, parce que je suis en vacances. À Brazzaville. À Brazzaville, bon, je suis venu voir des amis, je suis en vacances. Il n'est pas question pour vous de traverser le fleuve pour aller voir vos parents qui sont restés à Kinshasa? Bon, je ne suis pas interdit d'aller à Kinshasa, mais bon, aller à Kinshasa, ça s'organise, ça c'est programme. Vous êtes un activiste politique? Pas du tout, je suis congolais, zaïrois. Et vous habitez où? J'habite à Amiens. En France? Oui, en France. Ce que nous savons, c'est que vous êtes effectivement président de l'UNIR, un parti reconnu il n'y a pas longtemps. Quels sont les objectifs de l'UNIR? Si il vous était demandé de nous présenter un petit peu l'UNIR. Vous savez, en 2001, l'UNIR a publié son projet de société. Les points saillants de ces projets, c'était d'abord la question de la stabilité de notre pays. Et cette question a beaucoup d'éléments connexes. Dans la stabilité, il y a la question de la résolution de la crise qui déchire notre pays après l'agression de 1996. Il s'ensuit, il y a eu le problème de la légitimité de l'exercice du pouvoir. Et notre projet consistait à répondre sur toutes ces questions-là. Et aussi, l'état social de la République nous a poussé à présenter des pistes pour essayer de remettre le pays en marche. Donc vous faites de la politique, une profession, vous faites de la politique un gagne-pain, parce que chômeur n'ayant pas de débouché ailleurs? Monsieur Chiltois, si vous me posez la question de savoir ce que j'ai fait, à Kinshasa, c'est ce que j'ai fait, mais ce n'est pas important de rabâcher, de dire ce qu'on est. Effectivement, je suis docteur en droit international public, je suis enseignant-chercheur, mais si j'ai fait cette politique, si j'ai fait la politique, c'est pour moi un appel. Vous savez, lorsqu'on voit son pays aller dans cette déconfiture, rester silencieux, ne pas agir, c'est une complicité terrible. Et lorsque nous avons agi, lorsque j'ai agi avec les membres de l'UNIR, c'était dans le sens de proposer les solutions pour sortir le pays dans cet abîme. Et si c'était question de faire la politique en tant que mangeoire, je serais déjà au pays depuis. Mais telle n'est pas mon ambition. Et vous me disiez tout à l'heure que vous aviez l'ambition de faire la politique autrement. Ça veut dire quoi? Autrement, vous remarquerez que depuis que la République est souveraine, aucun parti politique jusque-là n'avait soumis à la population un projet de société publié, c'est-à-dire référencé. Je ne dis pas que d'autres partis n'ont pas un projet. Mais lorsqu'on fait la politique, lorsqu'on a un projet, excusez-moi, on ne les cache pas. Les projets doivent être publics, publiés. Et l'UNIR l'a fait, et tout juste après ce qu'on appelait à l'époque manifeste de l'enseignant. Bon, un projet de société, bien sûr, mais depuis, nous n'avons pas rencontré sur le terrain un projet politique dans lequel les partis définissent ses orientations. Parce qu'on ne peut pas chercher à gagner le suffrage tant qu'on ne connaît pas votre démarche. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais voilà, un des éléments, nous n'avons pas voulu continuer ce qui se faisait depuis des années et des années. L'UNIR aujourd'hui est le seul parti qui a publié son projet. Vous l'avez devant vous, donc c'est déjà un élément qui nous permet de nous différencier par rapport aux autres. Oui, et vous parlez élection, et justement vous n'êtes pas loin de Kinshasa. Est-ce que vous avez pensé à vous faire enrôler? Monsieur Chuntois, vous savez, je suis fidèle à mes principes et à la démarche qui est la mienne. Pour rien au monde,
j'appliquerai la démagogie. J'ai toujours dit, dans une émission que j'ai faite dans vos antennes, ma vision sur les processus d'émancipation démocratique au Congo. Et je n'ai pas changé, même si ça peut coûter à l'unir quelques petits points. Je m'explique. Vous savez, lorsque vous êtes sorti d'un conflit tel que le pays a connu et dans lequel on est encore, d'une manière ou d'une autre, 7 ans, 5 ans après, je pense que les projets sur les élections aujourd'hui a été fait de manière un peu hasardeuse. Pas dans l'ensemble. Il y a des éléments, mais dans l'ensemble, pour moi, c'est un peu hasardeuse. L'enrôlement. Moi, j'estime, d'après ma conviction personnelle, que c'est vrai, le Congo-Zaïre n'échapperait pas à l'émancipation démocratique. Mais pour moi, il fallait aller pas à pas, préparer les choses comme il faut. Dans un pays qui sort d'une guerre aussi voilà, la première des choses consistait d'abord à recenser toute la population de la République. Il y a eu des populations déplacées ici ou là, surtout à l'est de la République. Et en dehors de cet élément-là politique, le recensement permet le découpage électoral. Parce que l'identification, parce que c'est un mot qu'on trouve au Congo, et l'enrôlement n'est qu'une phase séquentielle du recensement qui permet de dénombrer la population et après voir comment on va découper. Parce qu'aujourd'hui, je me pose la question, si on procédait aujourd'hui au proportionnel, le découpage électoral sera comment? Au lieu d'aller vite en besogne, parce que je sais qu'il y a des pressions extérieures, au lieu d'aller vite en besogne, j'aurais préféré prendre du temps nécessaire et expliquer le pourquoi d'une élection. Et pourquoi on peut différer une élection. Alors pour vous, combien de temps faudrait-il... Non, maintenant, vous savez, je l'ai dit avant la mise en œuvre, la mise en application, la mise en place des institutions de la transition, j'ai trouvé ça irresponsable. Irresponsable de proposer pour un pays qui était déchiré comme ça, une transition biennale. Je persiste. Pour moi, le temps minimum, c'était vraiment un petit quinquennat pour essayer de penser les blessures de la guerre et commencer à mettre le pays en rails. Vous savez, nous avons un problème de l'état civil à l'Est qui est criant. Et ce ne sont pas des choses qu'on doit négliger. Parce que même aujourd'hui, si on fait les élections, on ne connaît pas la suite. Et je m'explique. Les recensements, pour moi, étaient capital. Recenser la population, d'abord à l'intérieur du pays, et pourquoi pas, il fallait aussi recenser ceux qui sont à l'extérieur. Pourquoi? Mais c'est chez toi. Pour moi, le recensement n'a pas que comme objectif aujourd'hui au Congo la légitimation d'un pouvoir ou donner une légitimité à un pouvoir ou élire des autorités légitimes. C'était aussi un moment civique pour la réconciliation entre le peuple et les politiques. Vous savez, lorsqu'on vous a recensé, vous avez été après enrôlé. Aller mettre les bulletins dans l'urne, c'était quelque chose d'intéressant. Et je l'ai dit aussi, ces recensements, pour des questions techniques, pour des raisons techniques. Pour moi, il aurait fallu d'abord recenser, et à l'issue du recensement, commencer maintenant à délivrer aux Congolais des véritables cartes d'identité sécurisées. D'accord? Bon, nos compatriotes qui sont à l'extérieur, c'est vrai, la reconnaissance c'était quoi? Comme on faisait à l'époque, une carte consulaire. Voilà. C'est dire Zaïro aux Congolais. Mais nous ne l'avons pas fait. Parce que nous voulons nous... Bon, c'est vrai, la communauté internationale pousse. Mais si nous-mêmes nous étions responsables, vous savez, les CIAT, qui est un organe reconnu par l'accord global, n'a pour mission que l'accompagnement. Oui. Si aujourd'hui il impulse la politique de la République sur ces questions-là, électorales et autres, mais c'est parce qu'il y a absence d'impulsion. Oui, mais écoutez, les Congolais se sont quand même retrouvés, en commençant par Addis Abeba jusqu'en Afrique du Sud. C'est eux, tout au moins, qui ont balisé ce chemin-là. Même si on n'est pas très naïf. Ah, vous l'avez dit. Participer dans un forum ne veut pas dire être vraiment acteur ou décideur. On peut vous amener dans un forum pour subir quelques décisions. Là n'est pas la question. Si réellement nos compatriotes qui se sont déplacés pour trouver des solutions à la crise qui déchire les pays avaient arrêté des résolutions aussi pertinentes, je ne pense pas qu'on aurait des crises récurrentes, que ce soit au niveau politique ou au niveau social. Vous savez, les 30 juin là, on a failli avoir une mésaventure terrible, mais on a évité. C'est pour dire, tous ces déplacements là, bon, ça a donné peut-être l'accord global,
Mais lorsqu'on lit l'histoire du monde, l'histoire du peuple, j'ai toujours, moi, comparé un peu l'accord global comme les traités de Versailles pour l'Allemagne de l'époque. Et puis, je vous dis, même lorsque la communauté internationale insiste sur les élections, nous avons, nous, fils de la République, des arguments à opposer contre cette précipitation. Vous savez, M. Schindler, dans le CIAT, Comité international d'accompagnement de la transition, il y a quand même un nombre de pays qui, soit ils font partie du Conseil de sécurité internationale, donc des Nations Unies, soit ils sont membres des États membres de l'Union européenne. Et il faut poser la question, qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé à créer d'abord la communauté européenne et l'Union européenne? Vous savez, la Deuxième Guerre mondiale, qui est partie de l'Allemagne. Mais est-ce que vous savez que celui qui a déclenché, celui qui est à la base de la Deuxième Guerre mondiale, était élu démocratiquement? Mais lorsqu'on fait des élections dans un pays qui a perdu son âme, qui n'a plus ses repères, tout peut arriver. Vous voyez, les dirigeants allemands nazis n'ont pas pris le pouvoir par un coup d'État, par l'élection. Nous sommes aujourd'hui contemporains de ce qui se passe, par exemple en Irak. Et une fois, je l'ai dit même dans votre chaîne, j'ai suivi le secrétaire américain à la Défense qui a déclaré que nous pensions que les élections en Irak pouvaient résoudre la crise. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça ne peut pas, et les États-Unis n'ont plus une stratégie de sortie de crise. De toute façon, nous ne pouvons plus faire marche arrière, c'est trop tard. Il ne s'agit pas... Vous allez prêcher dans le désert. Non, non, je ne prêche rien. La mécanique est en plancher. Je ne prêche rien parce que je ne vous ai pas encore dit quelle est mon opinion. Vous m'avez posé la question sur les recensements. Votre réponse est sous-jacente. Ah, si vous arrivez à lire dans mes pensées, c'est une bonne chose. Mais vous m'avez posé la question sur le recensement. Je vais vous expliquer pourquoi j'étais réticent à cette précipitation, qui d'ailleurs souffre déjà de quelques contestations. Vous avez entendu. Et si on avait pris le temps, si on prend le temps, je crois qu'on peut faire mieux. Bon, je ne dis pas qu'il faille reculer. Je dis que le processus est irréversible. Mais on peut le faire autrement. C'est-à-dire, vous savez, moi j'ai toujours eu... un peu de l'amertume au Congo, des effets d'annonce. Dans votre chaîne, votre antenne, une fois, je l'ai dit, pourquoi il n'y aurait pas des élections. Souvenez-vous. Et j'ai pris en défaut les propos du président de la transition. Vous savez, lorsqu'il soutenait, au mois de septembre, il me semble, août-septembre, aux Nations Unies, qu'il ferait des élections, et s'il ne le fait pas, le 30 juin qui vient de passer là, il ferait démissionner tout le monde. Il l'avait pas dit comme ça. C'était dans le journal. Non, non, non. Il y a le soir de non, 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 non. Il y a les soirs. Les soirs n'est que la répétition, la reprise. Il a redit ce qu'il avait dit aux Nations Unies. On prend le peuple à témoin. Vous dites, je l'ai dit quoi? Il a dit, si le 30 juin, il n'y a pas d'élection, la logique aimerait qu'on démissionne tout. Moi, ma question, moi je l'ai suivi aux Nations Unies, à l'Assemblée des Nations Unies. Moi, ma question n'est pas on démissionne, je fais démissionner tout le monde. J'ai répliqué dans un message que j'avais adressé à la nation dans les quotidiens Les Potentiels, en disant ceci: lorsqu'on est sérieux, lorsqu'on sait d'où nous venons, on ne peut pas tenir ce genre de propos parce que une étude de l'UNIREMEN, l'expertise de l'UNIREMEN, démontrait que les 30 juin, là on était au mois de septembre, octobre, que les élections au 30 juin étaient infaisables. Il y a même un responsable du parti PPRD qui, en répondant à mes propos, indirectement, il a parlé du congolo-pessimisme par rapport à mes propos. Là n'est pas la question. Et à ce moment-là, tout le monde était convaincu que les 30 juin, il y aura élection. Et même le président de la commission électorale indépendante, qui lui savait, mais il n'a pas osé dire, quelques temps après, il a emboîté le pas à mes propos, en expliquant qu'à cette date-là, on ne pouvait les faire, on ne pouvait pas faire des élections. Mais les dire officiellement, il y avait un problème. Au niveau population, on craignait. Tout ça, c'est pour dire, nous devons faire attention lorsque nous prenons des positions officielles. Et cela a démontré quoi aussi? Qu'il y avait une incohérence entre la tête de l'exécutif et cet organe-là indépendante qui est la commission électorale. S'il y avait une coordination dans cette politique de l'élection,
je ne pense pas qu'on aurait deux positions divergentes. Mais la commission électorale indépendante, elle est indépendante, justement. Non, non. Trop de cohésion. J'arrive. Non, la cohésion dans ce sens. Non. La cohésion dans ce sens-là. Non, c'est pas ça. La cohésion dans ce sens-là, c'est quoi? Avant que le numéro 1 de la transition affirme des propos, je pense qu'il a tenu compte de l'évolution des travaux, notamment de la commission électorale. Sinon, il ne pouvait pas les dire. Mais on travaille comment, même si l'indépendance de la commission est dans sa façon de fonctionner. Mais il y a quand même communication, parce qu'après tout, la politique de la nation est définie par le gouvernement et l'espace présidentiel. D'accord? Et la politique de l'élection fait partie de cette politique nationale. Et je vois mal que le président de la transition dire une chose et le président de la commission autre. Et c'est ça a entraîné la cacophonie. La lumière. Oh, mais malheureusement, ça jaillit de l'obscurité. D'accord, là on est d'accord. Bon, aujourd'hui, quelle est mon hantise? Vous savez, monsieur Chitois, dans notre pays, nous ignorons beaucoup l'histoire de notre pays, où nous ne voulons pas faire référence à l'histoire de notre pays. J'entends ici ou là clamer, oui, ça sera la première fois que nous aurons les élections libres et démocratiques. Absurde. Pourquoi absurde? Vous savez, Lumumba n'est pas arrivé Premier ministre par l'AFDEL. La coalition du Premier ministre Lumumba, qui au passant est président d'honneur de l'UNIRMN, il a été Premier ministre, c'était une coalition qui a gagné les élections, la majorité. Et vous imaginez, à cette époque, Lumumba, qui était l'ennemi public international numéro 1, s'il avait gagné les élections, c'est que c'était vraiment transparent. On est d'accord? Bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que l'élection a été faite dans un moment d'instabilité. D'instabilité terrible. On dirait que c'était impréparé. Ça nous a amené au 24 novembre 1965. Pourquoi? Parce qu'il y a une crise récurrente, parce que les choses n'ont pas été bien faites. Et même dans la constitution de l'ancienne époque, donc la première constitution, vous avez vécu les conflits entre le président de la République et les premiers ministres, et ça a créé, si vous voulez, une crise terrible, la sécession du Katanga et tout ce qui s'ensuit. Lorsqu'on est un bon observateur, on constatera que l'histoire du Congo n'est qu'un éternel recommencement. Ce que nous vivons aussi, et aujourd'hui, c'est un peu comme la réminiscence, les choses que nous avons déjà vécues. Mais nous ne voulons pas corriger. Qu'est-ce que vous craignez pour Oui, ce que j'ai craint, on est là sur le point des élections. Bon, vous savez, j'ai toujours eu comme souci de ne pas citer les noms, vous savez, mais lorsque j'ai fait référence, c'est pour illustrer une situation. Monsieur Chintois, je crois que ce que nous n'avons pas encore fait bien, aujourd'hui la crise à l'Est les démontre, nous n'avons pas engagé un véritable processus de réconciliation entre toutes les populations, tribus et ethnies du Congo. Je vais dire quelque chose là qui peut choquer, mais il faut que nous acceptons d'écouter les vérités. Aujourd'hui, si nous ne faisons pas un effort pour mettre fin à cette suspicion légitime des Congolais sur la rwandophilie de nos compatriotes dites Banyamulenge, c'est un vrai problème. Il y a une suspicion dangereuse et légitime peut-être des rwandophilies qui pèsent sur nos compatriotes Banyamulenge. Je crois qu'avec une action politique habile, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un processus clair, mature de réconciliation. Alors, qu'est-ce que vous craignez en matière électorale? Voilà, ce que je crains globalement, mais il y a un élément précis que je vais donner là, en dehors de la technicité des élections, les problèmes techniques, les mécanismes, je parle d'un problème social. Vous savez, depuis un temps, bon, ce n'est plus un secret pour personne, la guerre a été entre nous et les Rwandais, et à un moment, il y a une partie de la population zaïroise, congolaise, dite Banyamulenge, qui sont qualifiés des fois, j'ai dit des fois, pour certains, à juste titre de la rwandophilie. Et cette suspicion-là demeure encore. Dans l'Est de la République, c'est un problème terrible. Moi, je pense qu'au lieu d'aller vite en besogne les élections, une des premières actions fortes, c'était vraiment faire tout pour effacer de la mémoire collective ces problèmes-là, s'ils demeurent. Mais en même temps, il fallait aussi, dans le même processus,
faire en sorte que nos compatriotes, dites Banyamulenge, se clament tout haut fils de la République, donc appartenant à la nation congolaise. Parce qu'on ne peut pas aussi, les matins, être zaïrois, congolais, et la nuit, on est rwandais. Donc on a là un problème vrai. Moi j'aime des choses vraies qui existent. Et ça, ça risque de créer un problème à quel niveau? Vous savez, un parti comme les RCD, qui a une assise nationale, mais plutôt un peu ethnique. Sa base, ce n'est pas un secret, il faut commencer à se dire les choses. Sa base est quand même un peu ethnique. Et cette base est numériquement faible. Or, vous savez... Pourquoi ethnique? Parce qu'on ne trouve pas des Banyamulenge dans d'autres partis. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Souvenez-vous, toutes les tueries qui se sont passées à Goma, où il y a eu des problèmes entre les populations non Banyamulenge contre les autres, accusant tel d'appartenir, de faire le jeu du Rwanda. Vous le savez, donc on ne joue pas là. Donc les problèmes existent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres tribus dans les RCD. Mais la base quand même est ça. D'accord? Monsieur Chintois, si aujourd'hui il y a élection, si les RCD perdaient les élections, qu'est-ce qui adviendra? Ils feraient des alliances avec d'autres partis. Et si ces alliances-là ne marchaient pas, parce qu'il y a toujours ces craintes, parce que j'ai suivi récemment un rapporteur général du Sénat qui a soulevé ce problème, en essayant un peu de mettre en exergue la difficulté qu'a les RCD par rapport à ces prises de position actuelles. C'est beau de dire qu'il peut y avoir coalition, mais vous voyez même aujourd'hui, la question de la coalition, on n'arrive pas à les cerner. Moi je crois qu'il faut, au lieu d'avoir des visions hypothétiques, être proche de la réalité. Ces problèmes-là existent à l'Est. Là, nous vivons encore des atrocités. Il faut les régler. Il faut les régler, il faut les régler. Tant qu'on n'a pas réglé ces problèmes... En un mot, vous êtes pour la prorogation, mais soyons concrets. Je n'ai pas dit ça, c'est que j'ai dit, si vous me posez maintenant cette question-là, non, si vous me posez la question, bon, proroger quoi et pourquoi? J'ai toujours dit ceci. Tout part, comme je l'avais dit, des faits qu'on nous impose ou qu'on décide comme ça d'une transition biennale. Quand on voit la tâche accomplir, 2 ans, c'était peu. On a aujourd'hui la preuve de la reconduction. Bon. Maintenant, nous sommes là. Je crois que la politique, il ne faut pas le faire comme si ce n'était pas un jet rationnel. C'est rationnel. Ma position que je prends aujourd'hui, c'est par rapport aux problèmes qui sont là et qui demeurent. C'est vrai, le processus d'enrôlement est lancé. Il est difficile de revenir. Mais tout ce que moi j'ai dit, c'est pour l'avenir. C'est pour dire, ne venez pas encore dire qu'on ne savait pas que faire les élections en 2006, au mois de juin, on pouvait les faire plus tard. Parce que la plupart des partis au pays, j'ai déjà entendu là dans les débats, ah oui, Mbongo, tosi tozu Mbongo, tout ça la cas élection. Oui, tozu Mbongo, mais ça ne suffit pas. Mais il faut voir si on a réglé tous les problèmes. Entre autres problèmes, si j'évoque les problèmes que j'ai soulevés tout à l'heure, les problèmes de l'armée, que je ne rentrerai pas trop en détail. Vous savez, qu'on le veuille ou pas, il y a beaucoup de nos militaires qui sont à l'extérieur. Or, aujourd'hui, les processus dits DDR, donc qui permet la réinsertion et la réintégration des armées, semblent oublier une frange importante de nos militaires qui sont à l'extérieur. Je crois que c'est un problème que j'ai essayé, moi, à l'époque, de résoudre à ma façon. Je crois que je l'ai dit dans votre chaîne. Lorsque un ministre du gouvernement est allé chercher à rentrer en contact avec certains militaires qui sont à l'extérieur, ça posait beaucoup de problèmes. Ceux qui me connaissaient et ceux qui estiment qu'ils ont un lien avec moi, je parle de militaires, lui ont répondu que non, ce sont des questions que nous ne traitons pas et c'est traité par notre direction. En patriote, qu'est-ce que j'ai fait, M. Chintois? Par rapport à ces demandes, j'ai vu moi-même l'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Paris. Je dis, bon écoutez, parce qu'il semble qu'il y a une demande récurrente qui demande les retours des ex-phases,
je crois qu'on peut en discuter, parce qu'il y a des conditions. Il ne s'agit pas de dire les militaires doivent rentrer, ils rentrent. Aujourd'hui, ceux qui appartiennent ou ceux qui font partie de l'UNIR sont comme ceux qui sont au RCD, au MLC et autres. Et lorsqu'il y a ces problèmes-là se posent, on les résout aussi politiquement, on discute. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Vous savez, moi, parce que non. Vous réclamez à la tête oui. d'un certain nombre de... J'ai parlé là je ne l'ai pas dit, mais j'ai dit je suis dans l'UNIR, président de l'UNIR, et dans l'UNIR, nous avons plusieurs catégories de membres. Il y en a ceux qui sont militaires, certains secrets du Polichinelle. La déclaration des... Ils sont combien? Ça, ce ne sont pas des questions qui se disent ici. Je pense que vous ne saurez pas me dire le nombre de militaires qui font partie de l'armée nationale, la construction là. Non, ça ne se dit pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis le mois de décembre 2004 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de suite alors que la demande venait d'eux. Et j'ai compris. Récemment, j'ai discuté aussi et à nos partenaires extérieurs qui nous aident dans la quête des solutions pour résoudre la crise de notre pays. À l'Union européenne, j'ai soulevé ces problèmes. Je les soulevé. Mais lorsqu'on vous dit que c'est un problème qui doit être réglé au pays, nous donnons les moyens. Bon, vous comprendrez un peu ma réserve, mais j'ai dit sommairement. C'est un problème qui doit se régler au pays. Essayez de trouver des solutions entre vous, alors que j'avais déjà répondu à l'ambassadeur, je suis allé le voir, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune suite. Monsieur Chine, toi, quelle est l'arrière-pensée de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui quant à l'issue même de ces militaires qui sont à l'étranger? Vous savez, l'exil n'est pas une bonne chose. On a toujours, c'est temporaire l'exil. Les gens cherchent toujours un jour à rentrer chez eux. Mais si vous ne leur donnez pas les possibilités de rentrer, si vous ne définissez pas les vraies conditions, tout ce qu'on fait c'est quoi? Chercher à les spouiller, enfin, donc les conditions ne sont pas claires. Moi j'ai posé des Moi je peux vous dire qu'il y a un certain nombre d'officiers qui sont à Kinshasa. Oui. Je peux citer des noms, mais c'est pas le moment. Donc non. Demander aux militaires de revenir chez eux n'est pas une mauvaise chose. Mais attendez. Pourquoi voulez-vous Monsieur Chine, vous opposer aux gens qui veulent rentrer volontairement chez eux? Monsieur Chine, toi, je ne me suis jamais opposé aux militaires qui ont demandé de rentrer chez eux. Vous avez vécu l'exemple. Il y en a qui sont partis de Bruxelles, qui sont arrivés à Kinshasa. Bon, vous avez vu l'accueil. Certains ont cherché à rebourser le chemin. Bon, il y en a d'autres qui sont à Kin, faire ce qu'ils font. Mais la question qui est là, pourquoi vous reconnaissez, vous avez accepté les retours massifs, de manière organisée, des militaires qui sont au RCD ou au MLC, de rentrer au pays ensemble, avec leurs mouvements, dans des négociations bien sûr. Et lorsqu'il s'agit de ceux qui n'ont pas fait partie de ces mouvements-là, ça pose un problème. Que cache-t-on? On veut une armée nationale ou on ne veut pas? Et qu'est-ce qu'on attend, ces militaires-là, rester, demeurer 20, 10, 15 ans dehors? Mais il faut qu'ils rentrent un jour. Ils rentreront comment? Ça, vous journalistes, c'est aussi votre rôle à jouer, à interpeller les gens sur des véritables questions, à interpeller ceux qui ont la gestion des affaires de l'État entre leurs mains. Parce qu'il y a un problème là-dedans. Alors, il y a d'autres sujets, par exemple, on a parlé, on est en train de parler de ce découpage, et vous vouliez en dire un petit mot, une petite réflexion en tant que... vous parlez de... Oui, bon, vous voyez, donc, c'est revenir à la Constitution, vous voulez dire. Bon. C'est votre domaine de prédilection. On peut le dire. La Constitution, je l'ai lue. Vous savez, à l'UNIR, comme nous l'avons fait avec l'accord global, et après la lecture, le travail est sorti, il est là, et nous le faisons aujourd'hui avec la Constitution. Bon, cette Constitution qui a mis du temps pour être arrêtée, nous l'avons lue, et dans l'ensemble, il y a des avancées. Vous savez, il ne faut pas tout critiquer, et bon, même si ce sont des intentions, il faut attendre l'applicabilité, bien sûr, mais il y a des avancées considérables. Mais deux points essentiels nous ont retenu notre attention, à moi personnellement, c'est la question du découpage territorial et la question des fonctionnements réguliers des institutions, notamment le couple gouvernement-président. Et je dirais même c'est triptyque et assemblée. Je reviendrai sur chaque point. Je commence par le découpage territorial. Bon, je suis d'abord ravi de voir que ce que l'UNIR a dit depuis 2001
le souhait d'avoir un État unitaire décentralisé s'est vu là exaucé. C'est ce que nous avons retenu, c'est ce qu'ils ont retenu dans la Constitution. Vous n'étiez pas le seul à le dire, à l'UNIR. Hein. Monsieur, vous savez, je vous ai toujours dit, l'UNIR n'a pas comme tradition l'oralité. L'UNIR, c'est l'expertise, c'est l'écrit, c'est les choses concrètes, référencées. Vous dites, vous n'étiez pas les seuls à les dire. Je ne l'ai pas dit, je l'ai écrit. Et qu'on peut trouver trace qui est devant vous. La trace est là. Oui. Les autres l'ont dit, mais... Bon, ok, on vous a copié, c'est ce que vous voulez dire. Non, j'ai dit qu'on a dit avant, pas copié. On l'a dit, on l'a écrit. Que les autres emboîtent les pas, ce n'est qu'une bonne chose. Parce qu'il ne faut pas oublier, à l'époque, la tendance était plutôt au fédéralisme. C'était la tendance de la CNS, hein? Oui, mais nous avons expliqué les pourquoi on refusait une telle démarche. Fédéralisme. Bon, aujourd'hui, on a retenu l'État unitaire décentralisé. Là n'est pas la question. La question maintenant, c'est le découpage territorial. On confond beaucoup au Congo. Décentralisation équivaut à quoi? Au transfert des compétences. Donc, quitter un centre pour exercer les pouvoirs plus propres, proches aux populations. Ça, la décentralisation. C'est-à-dire qu'on défère, c'est-à-dire on transfère une forme de délégation pour que les pouvoirs soient plus proches des populations. Mais avec les découpages, ça c'est autre chose. Les découpages peuvent aussi faire partie de la décentralisation, mais ce n'est pas l'essentiel. Nous avons accepté la décentralisation. Et qu'est-ce que vous reprochez au découpage? Au découpage, oui, j'arrive. Vous savez, monsieur, lorsque j'ai lu les points sur les découpages territoriaux, bon, inconsciemment comme ça m'a rappelé un peu le fédéralisme belge. Bon, c'est un fédéralisme, entre guillemets, un peu ethnique. Vous le savez bien que moi, où bon, les découpages est fait que les flamands, les néerlandophones dans leur coin, les francophones dans leur coin. Et aujourd'hui, dans les découpages actuels, nous avons repris ce qui a mis notre pays dans la crise depuis 1960. Je prends un exemple, la région de l'Équateur, la province de l'Équateur. Que vous connaissez le mieux. Non, je connais mieux Kinshasa. Allons-y. Bon. La région de l'Équateur est divisée en 4. Il y a le nord Ubangi, le sud Ubangi et le Chouapa. Lorsque vous lisez ça, et bon, je peux aussi en dire autant avec le Katanga et le Bandundu. À l'intérieur là, qu'est-ce qu'on a fait? Vous savez bien, le nord Ubangi, c'est Ongwaka. Le sud Ubangi, c'est le Ngwandi. Vous venez la Mongala, c'est Mbouza, Ngombe, bon, qui ont comme assise linguistique les Lingala. Et le Chouapa qui reste là, c'est pour les Mongols. Mais vous imaginez que durant 32 ans, on a essayé de mélanger les gens. Parce que vous savez, la Deuxième République a cet art. La gestion est calamiteuse, tout ce que vous voulez, bien. Mais si, depuis 96 ou 98, toutes ces guerres-là, si le pays n'a pas été morcelé, c'est parce que dans nous, il y a un point qu'on ne reviendra plus, c'est l'unicité de notre pays. La Deuxième République a mélangé. Au Congo, Mongala, tout le monde, on était ensemble. Quand vous morcelez les pays comme ça, les Ngwandi chez eux, une telle découpage qui est fait là, vous attendez à quoi? Et quand on connaît la mentalité ambiante de chez nous, n'oubliez pas, en 60, Bomboko représentait bien les Mongols. Bon, au Katanga, il y avait les Monongo et consorts. Et il y a eu même une querelle entre les Balubakat et les non-Balubakat, les Jason Sendwe et autres. Mais pourquoi on va revenir? C'est comme si c'est une forme de réminiscence là, négative. Je crois qu'on a déjà avancé sur ces points-là. Les découpages qui ont été faits, on pouvait faire les découpages pour essayer. Bon, au passage, je vais vous dire, aujourd'hui même dans les démocraties expérimentées, la tendance, c'est au grand rassemblement. Vous verrez en Europe, on a décentralisé, je prends un pays comme la France, mais aujourd'hui, les communes, les provinces s'associent, ce qu'on appelle l'intercommunalité. C'est-à-dire que tous ces petites provinces, ces petites communes-là s'organisent ensemble. Décentraliser ne veut pas dire morceler comme on l'a fait là. Moi, je crains la résurgence des tendances un peu ethniques. Quand on coupe comme ça, les Mongols chez eux, je préfère être avant-gardiste qu'autre chose. Ce sont des questions, nous ne devons pas avoir honte de dire, avant la promulgation de la Constitution, c'est-à-dire le référendum, tout ça, pourquoi n'est pas sur ces questions-là? Parce que dans l'ensemble, il y a des bonnes choses. Bon, je viendrai sur l'autre point. Sur ces points-là, pourquoi n'est pas
se mettre ensemble et discuter, voire empêcher que ces éléments-là plongent encore le pays dans la vie. J'ai l'impression on avance effectivement, et vous êtes en train de regretter qu'on ne fasse pas les choses comme vous entendez. Non, mieux. Oui, mais bien sûr, si vous êtes en dehors du débat, si vous êtes à l'extérieur, c'est plus facile, on dit que la critique est aisée et l'art difficile. Si vous étiez au pays, vous auriez pu contribuer positivement à cette réflexion. Monsieur Tibambi, je vais vous répondre. Moi, l'UNIR et nous, là, nous ne faisons pas la petite politique. J'ai contribué plusieurs fois au débat. Je crois que sur votre chaîne, je l'ai dit. Contribuer au débat ne veut pas dire forcément être présent. Aujourd'hui, le monde est moderne avec d'autres moyens. Je vous ai cité dans votre chaîne l'exemple de la conférence des Grands Lacs. J'ai contribué énormément parce que les Grands Lacs, si vous voulez, ça sort directement de notre projet Agenda 2002 pour le rétablissement de la paix dans la région des Grands Lacs et le rétablissement de la République au Congo-Zaïre. Mais la première personne à avoir parlé de cette conférence, si je m'abuse, c'est le président Chirac. Oui, mais bon, vous verrez qu'avec tous les respects que je dois au président Chirac, je l'ai nommé là. Parce que le président Chirac aussi a une proposition, comme tous ces États que j'ai cités, la Grande-Bretagne, la Belgique, je suis allé discuter de ces propositions. Ok, allons à la Constitution. Allons à la Constitution. Donc, ces problèmes-là, les problèmes des découpages, et ce qui me touche encore, c'est les problèmes de la cohérence institutionnelle, non, cohérence fonctionnelle et logique institutionnelle. Vous savez, chaque pays met en place une constitution en fonction des aspirations nationales, de ses aspirations. Bien sûr. Les États-Unis ont leur constitution en fonction d'eux, la France aussi, la Belgique et consorts. Moi, ce que je n'aime pas, ce qui me choque un peu, c'est lorsqu'on prend du temps, on a pris du temps pour faire une constitution, et puis on l'a fait mal. Non. Il y a des éléments. Je vous ai soutenu tout à l'heure qu'il y a des avancées. Mais vous savez, dans une constitution, tout ce qui peut bloquer une constitution, c'est le fonctionnement régulier des institutions. Oui, parce que vous savez, en 60, je vous ai dit, ce qui a bloqué, c'est le fonctionnement régulier. En cas d'espèce aujourd'hui, qu'est-ce qui peut bloquer? Voilà, le couple président-premier ministre. Voilà. Vous savez, le régime actuel, c'est un régime hybride. Ce qui est proposé, ce qui est proposé dans la prochaine constitution, c'est un régime hybride. Je veux qu'on réfléchisse de manière responsable et claire et technique. Un président de la République qui est élu au suffrage universel direct, c'est-à-dire sur la base de son projet, d'accord, qui nommerait un premier ministre, qui a la majorité au Parlement. Il faut des consultations pour faire une coalition. C'est-à-dire, le président ne nommerait que la personne qui a la majorité au Parlement. Première hypothèse d'école. Si le président de la République est la majorité au Parlement, si ce n'est pas la même majorité, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça risque d'arriver. Et ce qui est encore plus terrifiant dans l'histoire, c'est que lorsqu'on voit les pouvoirs du président de la République quant à la nomination du Premier ministre, moi ce que j'ai craint, c'est quoi? On a créé une forme de diarchie au sommet de l'État. Il y a un président, c'est vrai, qui nomme un Premier ministre et qui peut mettre fin aux fonctions de celui-ci par la présentation de ces derniers de la démission du gouvernement. Mettez-vous à la place d'un Premier ministre qui aurait sa majorité au Parlement, lui chef de la majorité au Parlement, et qui ne peut être démis de ses fonctions que par sa propre démission. L'initiative de la démission vient de qui et qui en décide? Je vois, on a essayé de s'inspirer dans une constitution d'un pays que je connais bien. Mais le danger dans cette histoire, c'est quoi, M. Tibambi? C'est d'arriver à la cohabitation. Mais vous savez, nous, on arriverait facilement. Et la cohabitation, vous savez, c'est ce que nous avons vécu avec Lumumba et Kasavubu. N'oubliez pas, la Bako était minoritaire. Mais qu'est-ce que vous proposez? Ce que moi j'ai proposé, monsieur, c'est que sur ces questions-là, la question de cette fonctionnalité des institutions, et question de ces découpages-là, n'ayons pas honte de les dire, nous pouvons encore, sur ces points précis, bon, d'autres personnes ont peut-être vu d'autres éléments, sur ces questions-là, nous devons nous asseoir et discuter pour éviter, parce que la Constitution porte en elle des germes d'instabilité.
évitons tout ça. C'est-à-dire que l'occasion historique que nous avons là doit nous permettre à mettre en place un État fonctionnel qui permettrait d'éviter toutes les déconfitures que nous vivons aujourd'hui. Mettons-nous ensemble sur ces points. Bon, on a des constitutionnalistes au pays, mettons-nous ensemble, essayons de revoir ces points-là précis, parce que ça risque d'être terrible sur ces points. Très bien. Alors, bon, vous-même, dans tout ça, quelles sont vos ambitions? Vous savez, M. Chintois, je crois l'avoir dit, bon, c'est une redite. Oui. Lorsqu'on a présenté, soumis à la population, un projet de société, lorsqu'on a mis en place un parti qui répond aux dispositions légales, c'est-à-dire un parti légalisé, l'objectif d'un parti, c'est de prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir et exercer. La finalité est de mettre en place une république fonctionnelle. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire à quel poste, parce que c'est pas encore clair, on ne sait pas ce que sera le président. La question n'est pas la question des postes, ça c'est les débats de Kinshasa. Ah, il y a un débat de Kinshasa et un débat de Paris. Non, pourquoi Paris? Pourquoi vous évoquez je dis France, parce que vous habitez à Amiens. Bon, non, pas du tout. C'est-à-dire que moi, tout ce que je vois à Kinshasa, c'est bon, les débats sur qui va être président, tout ceci. Non. Pour être président ou pour être je ne sais qui, je crois qu'il faut quand même soumettre à la population quelque chose. Nous l'avons fait. Et ça, on pourra tout dire. Le projet de l'UNIR est là, tout le monde le consulte, point. Bon, maintenant, c'est les mécanismes d'accession au pouvoir. Accéder au pouvoir, bon, aujourd'hui, l'accès c'est quoi? C'est l'électorat, d'accord? Mais pour vous dire que notre souci à nous, ce n'est pas d'aller vite en besogne, c'est-à-dire les pouvoirs pour les pouvoirs. Nous mettons en garde et nous disons si nous voulons avoir une république stabilisée avec les ambitions que nous devons avoir au Congo-Zaïre, être les moteurs du développement de l'Afrique centrale, nous devons mettre un État stable. Nous n'avons plus droit à l'instabilité. L'occasion est là. Mais si nous faisons des choses à la va-vite comme nous avons fait avec l'accord global inclusif, 2 ans de transition, ça va nous rattraper. Prenons le temps, comme là, bon, d'ici le mois de juin 2006, nous pouvons rassembler quelques constitutionnalistes sur ces questions-là pour voir les pièges, c'est-à-dire avoir une constitution fonctionnelle qui nous permettrait d'avoir un État fonctionnel. Vous êtes un vrai patriote. Je les suis. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je ne suis pas nationaliste, je suis patriote. Parce que les nationalismes, vous savez, ça entraîne quoi? Oui, mais il y a une idée que vous avez évoquée. Oui. Je ne sais pas si je l'ai bien comprise. On dirait que vous regrettiez que les autres troupes qui se sont fait la guerre soient rentrées en ordre de bataille, alors que vous, qui prétendez, je ne sais pas si l'expression est exacte, avoir des troupes avec vous, Monsieur Kibambi, vous n'êtes pas pris en compte. Est-ce que j'ai bien compris? Non. Jamais j'ai soutenu un tel propos. Je n'ai jamais dit que j'ai disposé des troupes et des troupes. J'ai dit que l'UNIR a plusieurs membres qui ont des statuts différents. Il y a des civils comme il y a des militaires. Mais est-ce que ça revient à dire on a des troupes? Non. Je ne l'ai pas dit. J'ai dit on a des membres. Il y en a qui sont civils, d'autres militaires. Mais moi, mon souci, c'est ceux qui sont militaires. Quand on garde les militaires par devers soi, c'est dans quel intérêt? Mais écoutez, les gens se reconnaissent à travers un projet. Parce que dans le projet de l'UNIREMEN, messieurs, nous avons même mis en exergue l'armée en devenir. Quelle armée nous voulons? Et dans les ex-phases, l'ancienne armée, en dépit de tout ce qu'on peut dire, nous avions des gens formés. Peut-être comme aujourd'hui. Dans cette armée-là, nous avons eu ce qu'on appelle l'élite de l'armée. Ce ne sont pas des gens, c'est des gens qui savent ce que c'est la vie politique. Ils ont lu les projets de l'UNIR, ils ont estimé que ces projets-là répondaient aux aspirations du peuple. C'est pour cela qu'ils l'ont intégré en tant que membre. Est-ce qu'il n'y a pas une menace que, comme ça, sur nos têtes menace, non. Qui menace qui? Non, c'est clair, non? Oui, quand vous dites menacer, qui menace l'UNIR? Une petite guerre que vous serez en train de nous concocter? Non, monsieur Chintois. Alors, si je voulais... je dormirai sur mes dossiers. Oui, je vais vous dire une chose. Si on était partisan de la guerre, expliquez-moi alors cette démarche à légaliser un parti.
Un parti qui veut faire une guerre et qui se légalise. Quel est l'objectif? Si on se légalise, c'est parce que nous voulons rentrer dans les processus d'émancipation démocratique. Mais je souligne seulement à l'intérieur, c'est que nous avons des éléments militaires qui sont membres de l'UNIR, qui chercheraient à ce qu'ils intègrent leur corps, leur fonction qui est militaire. Et ça, je m'y battrai pour. Mais simplement, j'ai dit quand même au passage, et là, l'autorité doit tenir compte de ça. Parce que si tu n'es pas compte, il a porté la responsabilité. Et ça veut dire quoi? La responsabilité, c'est quoi? C'est que les gens comme ça, ils sont dehors, réfugiés, tout ça. Mais vous attendez quoi? Qu'est-ce qu'on attend? L'exil est temporaire. Ma question n'était pas aussi bête que ça. Hein? La réponse non plus. Qu'est-ce que vous attendez des gens qui restent comme ça? L'exil est temporaire. Même les enfants d'Israël. Je vous ai dit qu'il y avait des officiers à Kinshasa qui sont rentrés et qui sont là, qui ont été accueillis. Monsieur, je ne dirais pas comme des princes, mais qui sont, Monsieur Chintois, qui sont logés. Les défauts de notre pays, c'est l'individualisme. C'est moi. On pense toujours à soi. On ne pense pas au destin collectif. Quand un militaire seul, il rentre de manière isolée, vous attendez à quoi? Il pense à lui, il dit bon voilà, je vais intégrer parce que, je vous ai dit, la politique, déjà l'armée est politisée. Ce qui s'est fait au pays, cette politique, c'est les mangeoires, monsieur. Mais ceux qui sont, c'est les petits militaires, comme vous l'avez soulevé, qui sont à l'UNIR, ce n'est pas leur objectif. Ils ont été formés, monsieur, pour répondre à l'appel de la nation, pour défendre la nation. Oui, mais quand on les réunit comme ça autour de l'UNIR, on a un nom, on a un chef de bande, un chef de guerre. Ou pas du tout. Oh, chef de bande, c'est ceux qui vous ont créé des problèmes depuis les années, mais qui sont aujourd'hui servis sur les Britanniques. Vous auriez peut-être un mot sur lequel on n'a pas attiré l'attention. Vous aurez un dernier mot peut-être? Parce que bon, vous allez un dernier mot. Voyez, excusez-moi. Tout ce que je peux dire à quoi? C'est un appel que je lance à la population, à mes compatriotes. Et mes pensées vont spécialement à ceux qui sont à l'Est, parce que, en dépit du fait que tout le reste de la population vive une certaine misère, que je ne vais pas ici extrapoler ou remuer la plaie le couteau dans la plaie, mais particulièrement à l'Est, vous voyez dans quel état sont nos compatriotes. Dans un souci de la nation, je demande à tous qui sont en train de diriger les pays, ceux qui ont les leviers du pouvoir, qu'ils réfléchissent un peu sur le devenir de ces pays-là. Nous devons nous rassembler au-delà de nos clivages politiques partisans, au-delà de nos identités politiciennes. Nous avons un objectif, comme nous l'avons dit à l'UNIR, Congo-Zaïre, notre cause. Nous n'avons pas d'autre cause si ce n'est que ce Congo. Et ce Congo, sa cause, c'est le bien-être de sa population. Pour cela, faisons abstraction un peu à nos égoïsmes. Écoutons un peu la voix de la raison, surtout que le pays aujourd'hui, c'est un pays croyant. Je trouve incompatible la croyance et l'individualisme qui règne au pays. Qu'est-ce que je demande aux dirigeants? C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais n'hésitez pas surtout à écouter aussi les autres. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai dit ce que j'ai dit, mais nous devons instaurer des fois des véritables dialogues. Surtout là, actuellement, où l'avenir est incertain. Faut pas vous limiter aux engouements du style, oui, il y a 1 million d'enregistrés, d'enrôlés. Ça, c'est des engouements stériles. Vous verrez, ça risque de retomber d'ici là. Il faut tout faire pour que ça ne tombe pas. Voilà. Et pour que ça ne tombe pas, il faut aussi prendre en considération certains desiderata. Il faut aussi venir mettre la main à la pâte. Mettre la main à la pâte, veut dire qu'on définisse les conditions de faisabilité, hein, de comment on met la main à la pâte. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller comme ça, comme les militaires que vous avez soulevés tout à l'heure. L'individualisme, c'est pas ça. L'UNIR a démontré sa démarche en proposant. Nous n'avons pas caché nos projets, monsieur Chintois. Nous l'avons soumis à la population. C'est notre souci de dire c'est un problème qui nous touche tous. On ne peut pas garder les solutions, les propositions qu'on a en soi. Nous l'avons fait. Et nous aimerions que tout le monde les fasse. Qu'on arrête les petites querelles stériles. Ce n'est pas notre objectif. Bon, je vous ai entendu tout à l'heure, mais essayez un peu de me titiller sur tel point. Non, je ne rentrerai pas sur ces jets-là. Vous savez, vous ne pouvez pas, mais je ne rentrerai pas dans cette ratière. Vous savez. Moi, je trouve très intéressant vos discours, surtout
lorsque je constate que vous suivez tout ce qui se passe au pays, que vous l'analysez de l'extérieur, mais moi je pense que vous avez tort d'avoir des craintes pour votre sécurité en retournant dans ce pays. Nous sommes quand même observateurs de la politique de ce pays depuis une trentaine d'années et nous ne sommes pas en train de dire n'importe quoi. Mais c'est chez toi. Je vais vous redire quelque chose là qui sort, qui relève vraiment de ma psychologie. J'ai dit l'inverse là tout à l'heure, mais je vais dire autre chose. Je ne crains rien. Ce n'est pas parce que je ne suis pas encore au pays que je crains quelque chose. Je ne crains aucun typhon. Je ne crains rien. Simplement, je travaille avec méthode. Il y a quelques mois, j'ai mis les bureaux de l'UNIR en place. Tiens, ce samedi 30, l'UNIR organise une messe des morts en hommage à tous les morts, une messe de réconciliation nationale en hommage à tous les morts du Congo-Zaïre. L'émission, je crois que ça risque même d'être retransmis par vos antennes. Bon, si vous nous l'accordez, bien sûr. C'est que je n'ai perdu rien. Simplement, j'ai dit, tout ce travail avec méthode. Lorsque vous m'invitez à Kinshasa, bon, lorsque vous prétendez que je crains, bon, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez dire par vous craignez? Je crains quoi? Vous savez, je ne crains personne, peut-être je crains que moi-même. Dieu au moins. C'est un principe. Merci monsieur d'avoir été avec nous pour ces 3 quarts d'heure d'émission et à bientôt à Kinshasa. Merci beaucoup.